Je vais donc aujourd'hui vous parler des droits de l'homme. J'appellerai la critique des droits de l'homme le premier volet de la trilogie du blasphème. Nous allons en effet blasphémer. Mais rassurez-vous, nous ne blasphémerons pas ni le bon Dieu, ni la Vierge Marie, ni le Saint-Esprit, ni la Sainte Trinité. Non, bien sûr. Nous allons blasphémer la religion séculière qui nous opprime et qui incapacite l'Europe et la France. En parlant des droits de l'homme, alors le volet, je vous parle de trois volets, une trilogie, il y a trois volets. Le premier volet, c'est les droits de l'homme. Le deuxième volet, c'est le principe de non-discrimination dont nous parlerons. Et le troisième volet, je ne vous en parlerai pas, personnellement, parce que c'est interdit, que je n'ai pas envie de vous mettre en prison, et de passer en prison moi-même. Mais je connais quelqu'un qui sera en mesure de vous en parler de manière philosophique, donc échappant aux rigueurs de la loi. Donc, en parlant des droits de l'homme, nous abordons un point crucial des soubassements de l'Europe telle qu'elle apparaît aujourd'hui dans ses institutions et dans ses principes les plus sacrés. Nous allons les définir avant d'en faire l'inventaire et de dénombrer les conséquences. Puis nous déterminerons les origines de ces droits de l'homme, et puis nous en énumérerons les critiques externes et internes à l'Europe. Et d'abord, nous commençons par les contours de la notion. Qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme ? Eh bien, on parle des droits de l'homme aujourd'hui, vous savez, on le traduit dans toutes les langues, droits des hommes, derechos humanos, droits de la personne, human rights, right of man, Menschenrechte, et on met tout ou non une majuscule, car l'homme désigne évidemment aussi les femmes, et aujourd'hui, on voudrait les exposer de la façon suivante: droits de l'homme et des transsexuels ainsi que des asexués. Vous voyez, les couleurs sont mises dès le départ. Il s'agit d'un concept de nature philosophique, juridique et politique. Selon cette idée, tout être humain, par son appartenance à l'espèce, possède des droits en tant que tel. Et ces droits présentent des caractères tout à fait spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont individuels, très importants, et non délégables. Ils sont identiques et égaux, ils sont universels, ils sont imprescriptibles. Imprescriptibles, ça veut dire qu'on ne peut pas les perdre. Ils sont inaliénables, ils sont sacrés, ils sont opposables, quel que soit le positif en vigueur. Et donc, c'est un concept, vous le voyez, qui est par nature universaliste, égalitaire, incompatible avec tout régime qui établit un statut pour une catégorie de personnes. Par exemple, je sais pas, le Liban, par exemple, prenons un exemple pacifique, le Liban est une société qui n'est pas conforme aux droits de l'homme, puisque vous avez un statut pour chaque catégorie, pour chaque religion, les chiites, les sunnites et les chrétiens. Il y en a de même de l'Union sud-africaine, de tous ces pays ou l'Iran aujourd'hui, qui accorde un statut à chaque ethnie, chaque secte religieuse. Eh bien, ce n'est pas conforme avec les droits de l'homme, car il ne peut pas y avoir de statut. C'est le paradoxe principal des droits de l'homme, c'est que ces droits de l'homme sont reconnus partout, on en parle tout le temps. Ils sont, nous dit-on, au niveau constitutionnel, ça veut dire qu'ils sont au niveau le plus élevé du droit, et pourtant, on en parle sans arrêt dans les discours, mais jamais les conclusions d'un avocat ne pourra contenir cette référence aux droits de l'homme. Pourquoi ? Eh bien, nous allons le voir, pourquoi les droits de l'homme ne peuvent pas être présentés dans les conclusions d'un avocat devant un tribunal. Alors, je vais faire le dénombrement et l'inventaire de ces droits de l'homme. En tenant compte de la sédimentation qui s'est produite depuis 250 ans avec tout un tas de nouveaux droits qui interviennent sans arrêt. Alors d'abord, je vais commencer par la première catégorie des droits de l'homme, celle qui date de la fin du XVIIIe siècle. Alors, ils sont civils et politiques, et ils sont
essentiellement des droits libéraux. Alors, la liberté d'aller et de venir, de ne pas faire de tort à autrui, droit à la vie, interdiction de l'esclavage, liberté de ne pas être emprisonné sans motif connu, l'habeas corpus, interdiction de la torture, liberté familiale, liberté de se marier, vie privée, liberté de vote, droit de résistance à l'oppression, droit de réunion pacifique, liberté d'expression, liberté d'association, d'enseignement, de culte, de conscience, de communication. Et puis la propriété privée, bien sûr, droit à la propriété privée, la liberté contractuelle, droit de défendre sa propriété, résistance à l'oppression. Voilà, quels sont les premiers droits de l'homme. En fait, si vous voulez, ce sont des droits qui sont là pour dire l'État risque de nous écraser. Eh bien, nous avons chaque individu, car les droits sont essentiellement individuels, sont opposables à l'État, tous les droits individuels sont opposables à l'État, et l'État ne peut pas agir en sens contraire. Ce sont donc des droits qui sont essentiellement tournés contre l'État. Ensuite, il y a des nouvelles vagues. Alors, les droits socio-économiques, le droit au travail, le droit à la protection sociale, le droit à l'éducation, le droit de grève, le droit de se syndiquer. Et puis, ensuite, on rajoute encore d'autres droits. Une nouvelle mouture qui définisse les droits de l'homme de la 3e et 4e génération, les droits environnementaux, le droit au logement, le droit à percevoir un revenu, le droit au développement, le droit à la paix, le droit au partage du patrimoine commun de l'humanité, le droit à la différence, le droit des peuples autochtones, le droit à la culture minoritaire, le droit des minorités, le droit à la mort paisible et consentie, le droit à l'avortement, le droit à l'égalité matérielle, le droit à la compensation pour les handicapés par rapport au malheur que le sort leur a fait, le droit à voir reconnaître une situation particulière, les minorités sexuelles ou culturelles, etc., etc. Et enfin, le droit au bonheur. Donc, comme vous le voyez, les droits de l'homme se sont succédés et rajoutés les uns aux autres, alors que souvent, ils étaient parfaitement incompatibles les uns avec les autres. En effet, qui est débiteur de droits et qui est créancier? Il faut constater d'abord que ces droits ne s'adressent pas au même interlocuteur. Certains droits demandent l'inaction de l'État, d'autres, au contraire, demandent son intervention. Certains droits sont réclamés par les uns et payés par les autres. Par exemple, le droit au logement, le droit de propriété. Une chose qu'il faut signaler dès maintenant, parce qu'elle est très importante, à propos des droits de l'homme, c'est que cette généralisation des droits de l'homme, cette idolâtrie des droits de l'homme, a pour effet une conséquence très grave en ce qui nous concerne personnellement. C'est que l'idéologie des droits de l'homme entraîne une dévalorisation radicale du passé, et notamment de l'histoire. Pourquoi? En effet, puisque ces droits sont attachés à la condition d'homme, et que les sociétés anciennes ne les ont pas donnés, cela signifie que ces sociétés étaient illégitimes. Les ordres juridiques des ancêtres sont donc réduits à l'état de tyrannie. Une conséquence qu'on ne voit pas souvent, mais qui est très importante dans la notion de droit de l'homme. Mais si on y réfléchit, le plus important, c'est que ces vagues successives ne sont pas terminées. Déjà, quand on donne le droit au bonheur, c'est quelque chose de tellement vague, de tellement susceptible de nombreuses interprétations, qu'on voit bien que c'est tout un modèle humain encore inconnu qui émerge, sur lequel les religions traditionnelles de l'Europe et du monde d'ailleurs sont muettes. C'est une dynamique sans fin qui est fondée non pas sur une conception claire du droit, mais sur une pétition de principe sur la notion la plus vague qui soit, le bonheur. Et donc, c'est une conséquence prévisible de la modernité. Je vous prends un exemple très concret. Le droit à la santé. Quel sens peut avoir le droit à la santé alors que nous savons tous que nous y passerons tous? Nous allons tous mourir.
vous mourrez beaucoup plus tard que moi, j'espère, hein, mais nous y passerons tous, nous sommes tous promis à la mort. Donc la santé, le droit à la santé, c'est un peu une absurdité, hein, c'est un non-sens, n'est-ce pas ? De même, aucune réflexion n'est faite pour quantifier le coût des prestations sans fin qui sont contenues dans ces vagues successives de droits. Donc les droits de l'homme sont naturellement à la charge des pays riches, c'est eux qui doivent contribuer, payer pour les droits de l'homme, et d'autre part, il faut comprendre que vouloir rendre compatibles les droits de l'homme avec l'écologisme est quelque chose d'insensé, dans la mesure où, pour que toutes ces prestations que l'État doit fournir continuent à croître et augmenter indéfiniment, il faut que l'expansion continue. Si vous voulez préserver l'environnement, il faut arrêter l'expansion. On ne peut pas concilier les deux. Et là, il y a également une contradiction terrible. Mais le point le plus fondamental pour un juriste, c'est que les droits de l'homme ne sont pas du droit positif, et c'est pour cette raison que les avocats ne peuvent pas présenter dans leurs conclusions les droits de l'homme, parce que ça ne fait pas partie véritablement du droit. Un positiviste juridique ne peut pas les admettre en tant que droits imprescriptibles, mais seulement en tant que droits moraux, c'est-à-dire des pétitions de principe. Il n'y a pas de fondement juridique au droit de l'homme. Maintenant que j'ai fait le contour, j'ai donné les caractéristiques, j'ai essayé de faire un dénombrement des droits de l'homme, je vais vous parler de l'histoire des droits de l'homme. Comment cette notion a été créée? Qu'est-ce qui lui a donné le jour? Alors d'abord, je vais vous parler des origines telles qu'elles sont invoquées actuellement par l'ONU, par exemple, par toutes les organisations internationales, hein, qui ont à cœur de faire des droits de l'homme quelque chose qui est commun à toute l'humanité, n'est-ce pas? Comme si les droits de l'homme n'étaient pas nés dans un endroit très particulier d'une petite excroissance de l'Asie qui s'appelle l'Europe. Alors, je vais vous citer quelques exemples de cas qui sont d'origine des droits de l'homme présentés par l'UNESCO et l'ONU. D'abord, le cylindre de Cyrus. C'est un cylindre en argile sur lequel est écrit les droits que Cyrus donne aux Iraniens, aux Mèdes et aux Perses de son temps, n'est-ce pas, après avoir battu le souverain de ce pays qui s'appelait Nabonide. En fait, ce texte ne donne absolument aucun droit, c'est un texte de propagande montrant la façon dont le premier maître de Babylone s'attache à ces nouveaux sujets en mettant en avant sa valeur, en s'inscrivant dans la tradition babylonienne et en s'appuyant sur les groupes de personnes qui sont hostiles au souverain qui a été renversé. La charte du Mondagne. Alors là, c'est pour faire plaisir aux Africains. Eh bien, c'est un document en langue malinké, bon, dont on prétend qu'il remonte au XIe siècle, mais en fait, il est fort probable que c'est un texte en grande partie fabriqué, et c'est uniquement la passation de pactes et d'alliances entre tribus, ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Le mythe d'Antigone. Alors Antigone, vous connaissez tous Antigone, non, hein? Qu'est-ce qui ne connaît pas Antigone? Antigone, c'est une jeune fille qui est dans la mythologie grecque, dans l'histoire grecque, dans l'histoire mythique grecque, qui est la sœur des fils du roi de Thèbes, qui s'appelle Éthéope et Polynice, bon, qui se sont révoltés contre l'autorité qui leur a été donnée à chacun, et qui finalement se font la guerre. Et finalement, Polynice est tué, et le roi de Thèbes, qui s'appelle Créon, décide de ne pas lui donner de sépulture, et résultat, eh bien, Antigone lui donne quand même une sépulture, en enfreignant les ordres du roi, et le résultat, c'est qu'évidemment, elle est condamnée à être enterrée vivante. Voilà, c'est ça l'histoire d'Antigone. Alors on nous dit Antigone était la première tenante des droits de l'homme. En réalité, c'est tout le contraire, puisque Antigone, que défend Antigone? Elle défend le droit des familles, le droit des eupatrides, les traditions familiales contre l'État
Hein, et ce qui évidemment est tout le contraire du droit de l'homme, puisque c'est collectif et non pas individuel. Le devoir et les droits d'Antigone, qu'Antigone invoque, sont collectifs, ils appartiennent à sa tribu, hein, à sa famille, et absolument pas à l'humanité tout entière. Certains catholiques, comme le cardinal Monberti, prétendent que c'est l'édit de Milan qui fonde les droits de l'homme. Nous verrons que cette origine est très intéressante quand on étudiera la position de l'Église à l'égard des droits de l'homme, qui est également quelque chose de très intéressant. Eh bien, l'édit de Milan, qu'est-ce que c'est? C'est l'édit de l'empereur Constantin qui déclare que toutes les religions peuvent être pratiquées à Rome de son temps. Oui, bien sûr, seulement le problème, c'est que peu de temps après, il va y avoir un autre édit qui s'appelle l'édit de Thessalonique, par Théodose, et celui-là interdit toutes les religions sauf le christianisme. Donc, excusez-moi, mais les droits de l'homme, en l'occurrence, peuvent aller vous rhabiller. Le cardinal Monberti est bien gentil, mais bien entendu, l'édit de Milan n'est pas précurseur des droits de l'homme. Nous allons voir maintenant d'autres origines plus récentes, qui sont les déclarations de droit. Alors, je citerai rapidement la Grande Charte de 1215, qui en fait était complètement oubliée et qui a été retrouvée au XVIIe siècle pour lutter contre les exigences fiscales de Charles Ier. Vous avez la pétition des droits de 1628, l'habeas corpus, les déclarations des droits de 1689, mais tout ça, ce sont des affirmations de privilèges et en aucune façon des droits donnés à l'homme. Hein, ce sont des privilèges qui sont donnés à certaines catégories sociales, hein, et qu'une partie de la population a le droit d'invoquer. Max Cernet disait à ce sujet que en Angleterre, on fait les révolutions pour préserver et augmenter les privilèges. En France, c'est pour les supprimer. Alors, maintenant, puisque nous avons vu que toutes ces origines prétendues des droits de l'homme ne sont que des impostures, quelle est l'origine véritable des droits de l'homme? Eh bien, pour trouver l'origine des droits de l'homme, il faut remonter au XVIe siècle, XVIe, XVIIe, avec les positions de l'école de Salamanque. L'école de Salamanque est une école philosophique, théologique, juridique, qui a fleuri au XVIe, XVIIe, et qui était représentée essentiellement par des dominicains et des jésuites. En fait, tous ces gens ont voulu renouveler le thomisme à l'époque de la Réforme, et en mettant complètement fin à la théorie thomiste et aristotélicienne de la société telle qu'elle était affirmée par le Moyen-Âge. Alors, je vais essayer d'écourter parce que je me rends compte que mon exposé est quand même long. Il faut bien comprendre que Aristote considère que la nature n'est pas seulement ce qui est incréé, ce qui est naturel au sens moderne du terme. C'est-à-dire que les oiseaux, les insectes, tout ça, non. La nature, c'est pas seulement ça pour Aristote. Tout est naturel. La cité est naturelle. Les lois naturelles existent. Elles appartiennent à la tradition. Et la nature nous donne plusieurs exemples de plusieurs formes de société. Donc, cette vision des choses, elle est naturellement objective. Aristote voit le monde, estime que le monde nous est donné avec un certain nombre de caractéristiques, hein, et ce qu'on appelle juste, ce qui est du droit, eh bien c'est le fait de donner à chacun selon sa nature, selon sa position sociale et ses qualités et ses mérites. Donc le droit naturel d'Aristote, eh bien, il est fondé sur 4 propositions. D'abord, l'homme est naturellement politique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme non politique. L'homme est toujours social. Il n'y a pas d'homme non social. Hein. On n'a jamais vu un homme qui n'avait pas de société, parce que sinon il n'aurait pas de langage, il n'aurait pas de parents, et il serait devenu au mieux, un sous-animal. L'ordre politique est fondé sur l'inégalité entre les hommes, et la justice consiste naturellement à appliquer, à donner à chacun ce qui lui revient naturellement. Et enfin, l'ordre naturel n'est pas invariable. Il varie selon les sociétés.
Ce qui veut dire que les sociétés donnent des droits aux gens qui ne sont pas forcément les mêmes, parce que chaque société a sa tradition, a son environnement, a ses contraintes, et qui ne sont évidemment pas les mêmes. Eh bien, l'école de Salamanque va complètement retourner les choses. Et c'est l'école de Salamanque, tous ces jésuites et ces dominicains du XVIe et XVIIe siècle, qui vont inventer toutes ces théories qui, par la suite, vont enfanter les Lumières et la Révolution française. Comment cela se fait-il? Parce que quand même, tous ces dominicains et jésuites, c'était des gens qui étaient plutôt sérieux, hein, Molina, Suarez, Francisco de Vitoria, tout ça, c'est des gens très présentables, qui n'avaient pas du tout envie de tout bouleverser. Non, mais voilà, le problème, c'est que tous ces braves religieux étaient désireux de se rendre utiles. Or, à l'époque, il y avait un phénomène très important qui s'était produit, c'était la conquête de l'Amérique par l'Espagne, par les conquistadores. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une leçon précédente. Hein? Non? Bon. Et donc, je ne sais pas si vous savez, mais quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, il y avait une vingtaine de millions d'habitants. Et 30 ans après, il n'y en avait plus que 600 000. Alors comment que ça se fait? En fait, la raison pour laquelle la mortalité a été si épouvantable, c'est pas seulement les mauvais traitements qui ont été infligés par les Espagnols, mais c'est surtout le fait que les Espagnols étaient porteurs du virus de la grippe, que les Indiens ne connaissaient pas du tout, et qui a fait qu'ils sont morts comme des mouches. Hein, vraiment comme des mouches. Il y a eu des millions de morts en quelques années, hein, suite à la contagion, et à l'époque, évidemment, on ne connaissait pas les vaccins, etc. Donc, il y a eu une critique extrêmement dure contre la colonisation espagnole, qu'on appelait la leyenda negra, hein, et qui disait, c'est scandaleux ce que vous avez fait là, je vous ai parlé de la controverse de Valladolid l'autre jour, non? Vous vous souvenez pas? Bon, écoutez, on en parlera une autre fois, parce que... Enfin bref, on dit aux Espagnols, vous êtes des salopards, vous avez détruit cette population, vous avez vraiment, ce que vous avez fait est absolument illégitime, n'est-ce pas? Voilà. Et les dominicains et les jésuites de Salamanque disent non, attendez, il faut justifier ça. En fait, bon, ce qu'ils veulent, c'est justifier la conquête espagnole et en même temps l'humaniser. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est opérer cette démarche philosophique extrêmement grave qui consiste à séparer la nature et la culture. Et donc, ils vont dire, ces pauvres Indiens n'avaient pas de culture, hein, donc ils obéissent simplement au droit naturel. Et pour justifier ça, eh bien, les gens de l'école de Salamanque vont dire, en réalité, ce sont des gens qui n'avaient pas de société, qui ne vivaient pas en société. D'où le mythe, le fameux mythe du bon sauvage, qui par la suite a été répété indéfiniment au XVIIIe siècle par Bernardin de Saint-Pierre et bien d'autres auteurs. Et donc l'idée que, eh bien voilà, les hommes avaient fait un contrat par lequel la société avait été créée. Alors évidemment, les jésuites savaient très bien que ce n'était pas vrai. Suarez dit dans une note de son livre, oui, peut-être que ce contrat n'a jamais eu lieu finalement, mais il faut le dire car les conséquences en sont bénéfiques. Et donc, ce sont ces dominicains et ces jésuites qui vont inventer la notion de contrat social, la notion d'un état de nature extérieur et étranger à la société, un état de nature sans société, dans lequel il n'y a que des individus, et également, par conséquent, le droit pour le roi d'Espagne de conquérir ces territoires au nom d'un droit que les jésuites de Salamanque vont inventer, qui s'appelle le Ius Peregrinandi ac Degendi, qui veut dire le droit de voyager, de migrer et de travailler
à l'étranger. Et aucun un État qui voudrait empêcher les hommes de se connaître serait donc illégitime et on aurait le droit d'exercer la force contre lui. Je ne sais pas si vous voyez ce que cet argument inventé pour justifier la colonisation nous coûte aujourd'hui, car il nous repart en pleine figure aujourd'hui. On n'a pas le droit de refuser les immigrés, ben oui, parce qu'il y a ce vius de Peregrinandi Agdegandi, que bien entendu, ni les immigrés, ni les immigrationnistes ne connaissent, mais ils en connaissent l'esprit. Donc, les droits de l'homme ont pour origine une théologie, mais une théologie déviée. Déviée au fond, parce que la moitié de l'Europe est protestante, et déviée quant à la méthode, parce qu'elle est exclusivement déductive, elle est fondée sur des postulats que l'on émet, alors que, au contraire, saint Thomas, disciple d'Aristote, se fondait sur les faits. Et enfin, elle est déviée contre le but, parce que c'est une philosophie qui est utilitariste et qui a pour but de répondre à des questions actuelles, sans vouloir étudier la question de manière plus durable et plus générale. Et donc, c'est ce qui va se passer, c'est cette idéologie qui va donner lieu à, aux théories de Hobbes, qui était un grand lecteur de l'école de Salamanque, et par la suite de Locke et de Rousseau. Donc voilà, la théorie de Salamanque est mère de la théorie des droits de l'homme telle qu'elle existe aujourd'hui. Évidemment, les théologiens et juristes de Salamanque ne le concevaient pas comme ils sont aujourd'hui, mais c'est eux qui ont envisagé l'idée qu'il existait des droits naturels extérieurs à la culture, donc extérieurs à la cité. C'est là la grande erreur qui se trouve dans l'école de Salamanque, et cette erreur, eh bien, elle va être perpétuée avec des conséquences absolument catastrophiques aujourd'hui. Alors vous allez avoir un déferlement de textes. Première déclaration des droits en 1776, le Bill of Rights, puis Washington en fait une copie pour la Constitution des USA, puis la déclaration de 1789, la déclaration de 1793, la déclaration de 1948, et puis la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Et ce qu'il faut voir, et ça c'est une chose qu'il faut quand même garder à l'esprit, parce qu'elle est très importante, c'est qu'en réalité, jusqu'à il y a 30 ans, ou 40 ans, les droits de l'homme, on en parlait, mais ce n'était pas la base juridique de tout le discours politique. Ça n'avait pas la même prégnance. Pourquoi ? Bien parce que vous aviez des tas d'idéologies qui se combattaient. Or, eh bien, aujourd'hui, à partir des années 1970, et puis ensuite 90 avec la fin du communisme, c'est la fin des idéologies qui structuraient le monde, qui l'opposaient, le communisme, le socialisme utopique, l'anticolonialisme, l'anticommunisme, toutes ces idéologies sont mortes. Elles sont tombées en désuétude et les droits de l'homme les ont remplacées comme arbitre moral ultime. C'est donc de l'implosion des utopies antérieures qu'est née la dernière utopie que sont les droits de l'homme. En fait, nous assistons là, avec les droits de l'homme, à une nouvelle religion de l'Occident. C'est le mythe fondateur de nos sociétés démocratiques. Les dieux et Dieu ont été chassés, n'est-ce pas ? L'homme est le nouveau Dieu. La dignité de sa personne est indiscutable, inaliénable, transcendante. Sa vie est sacrée, ses droits sont imprescriptibles, les autres ayant le devoir de les faire respecter. C'est une religion universelle et tous les peuples sont tenus de l'honorer sous peine d'être tenus comme des barbares, désignés à l'opprobre et promis au bannissement. En un mot, d'être voués à l'enfer. Alors en conséquence, je vous pose la question, est-il permis de critiquer les droits de l'homme, de les réduire à ce qu'ils sont, une théorie, une idéologie, une construction intellectuelle, et qui par conséquent n'a rien d'éternel ni d'imprescriptible? Oui, c'est possible de le faire, et d'ailleurs, nous ne sommes pas seuls.
il y a deux types de critiques qui sont faits sur les droits de l'homme aujourd'hui. Une critique récente et extérieure à l'Europe et tolérée par le système, et une critique fort ancienne, intérieure à l'Europe, et évidemment interdite, mais malgré tout, que nous prenons la liberté de poursuivre. Alors, je vais commencer par la critique des droits de l'homme externe à l'Europe. Eh bien, dites-vous bien que les droits de l'homme, c'est un petit peu la règle, les tables de la loi qui permettent de déclarer qu'un pays est un bad country, les bad guys, les mauvais, les pays illégitimes, l'axe du mal, tout ça, c'est les pays qui sont contre les droits de l'homme. Hein. Quand M. Obama ou M. Trump disent voilà, c'est l'axe du mal, la Corée du Nord c'est le mal, eh bien, ils appliquent cette idéologie moralisante des droits de l'homme. Mais évidemment, il y a des tas de pays qui ne sont pas du tout contents de ça, parce qu'ils disent oui, bon, d'accord, ça veut dire que le modèle occidental c'est le seul qui est autorisé. Et vous avez une critique dans le tiers-monde qui est très fréquente, qui parmi les esprits les plus intelligents du tiers-monde trouve des tas d'expressions. Alors par exemple, parce qu'il faut bien voir une chose, c'est que les droits de l'homme sont également à la source de ce qu'on appelle le devoir d'ingérence. Lorsqu'on va, après avoir commercé avec lui, accepté plein de fric de sa part, attaquer Kadhafi, on le fait assassiner par des gens qu'on a mis là pour ça, bon, ben, c'est une ingérence, et on la justifie. On la justifie systématiquement. Monsieur Juppé disait bon, on va pas pleurer sur Kadhafi. Voilà. Oui, on a bien fait parce qu'il y avait Kadhafi. Voilà. Le monde est meilleur quand Saddam Hussein n'est pas là. Voilà. Toute cette théorie-là, toute cette expression, c'est pas les Africains qui le disent, c'est pas les Sud-Américains qui inventent ces théories. Non, non, c'est le Premier ministre britannique, c'est le président américain, c'est le Premier ministre français, c'est le président de la République française. Donc c'est d'Occident que ça vient. Hein. Donc évidemment, vous avez des gens dans le tiers-monde qui ne sont pas d'accord. Et alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent non, non, ça ne marche pas, on n'est pas d'accord, c'est une façon, c'est une politique colonialiste que vous faites, c'est un nouveau vêtement de la colonisation. Et d'ailleurs, c'est pas si faux, parce que vous savez que la colonisation, celle du XIXe siècle, je ne parle pas de celle antérieure, mais la colonisation du XIXe siècle, elle a été justifiée essentiellement par le prétexte de mettre fin à l'esclavage. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est pas faux. Effectivement, la référence humanitaire est quelque chose de permanent. Alors vous avez l'OUA, par exemple, qui a fait une charte africaine des droits de l'homme, qui reprend le principe des droits de l'homme de 1948, mais qui ajoute plein de choses. L'autodétermination des peuples, l'obligation aux États d'éliminer les formes d'exploitation économique étrangère. Mais ce qui est important dans la charte de l'OUA, c'est que la charte de l'OUA est mise non pas au-dessus de tout, les droits de l'homme ne sont pas mis au-dessus de tout, mais ils sont placés à égalité avec les devoirs que chaque personne a envers la famille et envers l'État. Cela dit, il y a d'autres déclarations qui vont bien plus loin dans la contestation. Et je vais vous parler de l'islam, les droits de l'homme de l'islam. Eh bien, l'islam, vous le savez, et c'est ça qui fait tout le danger de l'islamisme, se considère comme le gardien de la liberté et de l'identité de tout le tiers-monde. Eh bien, les pays musulmans, l'organisation de la coopération islamique a créé une déclaration des droits de l'homme, la déclaration du Caire. Et cette déclaration, eh bien, elle se fonde explicitement sur la charia. Et elle considère que, avant toute chose, il y a la suprématie de l'islam. L'islam est la religion naturelle de l'homme. Et il est interdit, au terme de cette déclaration des droits de l'homme, d'exprimer toute opinion en contradiction avec les principes de la charia. Vous voyez que ça démarre quand même, ça bifurque drôlement. Hein. Tout musulman a le droit et le devoir de refuser d'obéir à tout ordre contraire à la loi, la charia, quelle que soit l'origine de cet ordre. Tout musulman a le droit et le devoir de se protéger et de combattre, même si ça le conduit à contester la plus haute autorité de l'État. Vous comprenez bien que là, tous les islamistes, ils peuvent se fier à ce texte, hein, ça leur donne un blanc-seing.
puis c'est admis, c'est l'ONU qui l'approuve. Hein. Bon. Et puis, il se termine de la manière suivante: les droits de l'homme sont forcément enracinés dans la conviction que Dieu est Dieu seul, et l'auteur de la loi est la source des droits de l'homme. Eh bien, l'ONU a accepté cette déclaration, et elle a considéré qu'il fallait s'en féliciter, car les valeurs étaient communes. Et pourquoi? Parce que cette déclaration a été signée par 95% des États musulmans, y compris européens, Albanie, y compris pro-occidentaux, Maroc, Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire, y compris pro-russes, comme le Kazakhstan. Et donc, nous voyons bien que l'ONU préfère s'aveugler que de mettre en lumière cette source de contradiction, préférant réserver sa rigueur pour les critiques traditionnelles, chrétiennes ou européennes des droits de l'homme. Je vais vous parler maintenant de la critique chinoise des droits de l'homme. C'est très intéressant également. Les droits de l'homme, les Chinois, ils ont bien compris que, il fallait être plus ou moins pour les droits de l'homme si on voulait faire du commerce avec l'Occident, hein, parce que ça fait partie de ce qu'il fallait signer. Bon, alors ils ont considéré que oui, il fallait affirmer un accord avec les droits de l'homme. Mais ils ont quand même estimé qu'il y avait une vision chinoise des droits de l'homme, une prétention explicite à une vision spécifique socialiste et chinoise des droits de l'homme. Alors d'abord, évidemment, ils ne se sont pas cassés, ils sont allés chercher dans ce que Marx avait dit, c'est-à-dire la vision marxiste des droits de l'homme, qui dit que les droits de l'homme ne sont un petit peu qu'une fiction. N'est-ce pas? Les droits de l'homme sont aliénés au capital, et évidemment, dans la mesure où la Chine est marxiste, nominalement, parce qu'en fait elle n'est plus du tout, elle ne peut pas accepter des droits de l'homme qui ne sont que des fictions. Et puis également, la Chine dit les Chinois sont très pauvres, et donc quand on est très pauvre, on ne peut pas avoir tous les mêmes droits, donc on est obligé de considérer qu'il y a des limites à apporter à ces droits. Et puis, évidemment, cet argument est tout à fait accepté par les Occidentaux. Seulement, les Occidentaux voient que le niveau de vie en Chine augmente considérablement et que, il y a un moment, il faut arrêter de parler des gens qui sont si pauvres, puisqu'ils sont de moins en moins. Alors, que font les Chinois? Ils reviennent à la pensée confucéenne. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, en fait, notre conception des droits de l'homme, elle est fondée sur Confucius. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Confucius, mais c'est un philosophe chinois très ancien, pas du XIIIe siècle, je crois, et donc qui considère que l'homme n'existe que par la société. C'est pas du tout l'idéologie de Salamanque, ni l'idéologie des droits de l'homme. Disent que les droits ne sont que le produit de l'histoire et du développement historique. Par conséquent, pour les Chinois, ces droits seraient flexibles et changeants. Alors là, ça commence évidemment à être tout à fait inacceptable. Et aujourd'hui, malgré l'importance de la Chine sur le plan international, il y a de plus en plus de juristes qui disent « Ah non, mais ce n'est pas les vrais droits de l'homme, ça c'est pas vrai, c'est tout à fait inacceptable ». Et ils ajoutent, ce qui va me servir de transition pour passer à la critique interne à l'Europe, en réalité, la Chine ne fait que formuler les critiques contre les droits de l'homme qui ont été formulées par des penseurs européens, notamment les critiques des Lumières, les contre-révolutionnaires. Ah, nous y voilà, le grand méchant loup. Alors, il faut bien comprendre une chose, et c'est ça que je voudrais que vous ayez à l'esprit, parce que ça c'est une chose importante. Quand on critique les droits de l'homme, ça ne veut pas du tout dire que l'on critique le fait qu'il y ait des droits. Absolument pas. Tous les hommes ont toujours eu des droits. Seulement, ces droits, ils ne les tiennent pas de leur condition d'homme qui n'a pas de conséquences sociales spécifiques, mais ils les tiennent de la société dans laquelle ils sont nés. C'est là la critique fondamentale que nous formulons, que les contre-révolutionnaires formulent à l'égard de la théorie des droits de l'homme. Maurras le formulait de la manière suivante: on a déjà vu des sociétés sans justice, mais on n'a jamais vu de justice sans société. Donc les droits de l'homme, ce n'est pas le fait d'être des droits, on n'est pas contre le fait qu'en temps normal, il faille informer un prévenu des chefs d'accusation qu'il y a contre lui.
hein, qu'on ne le retienne pas, qu'on ne lui donne pas de conseiller ou de défenseur. Non, non, on n'est pas du tout contre ça, en soi. Mais ça, ils ne le tiennent pas, les gens ne le tiennent pas de leur condition d'homme, ils le tiennent de la société qui, fonctionnant correctement, peut leur accorder ce type de droit. C'est fondamental, cette notion. Gardez-la bien à l'esprit. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est bien ça. Parce que quand on vous dira vous êtes contre les droits de l'homme, vous êtes donc pour la dictature, l'arbitraire, la cruauté, la torture, tout ce que vous voulez. Non, 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 non. On n'est pas du tout contre le fait qu'il y ait des droits. On dit simplement que ces droits ne viennent pas de notre condition d'homme, ils viennent de la société dans laquelle nous sommes, dans la société dans laquelle nous sommes nés. Alors, il y a des critiques qui ont été formulées par Marx, par exemple, qui sont également une conséquence des contre-révolutionnaires. Marx considère que les droits de l'homme ne sont en réalité que d'instruments destinés à permettre aux intérêts particuliers, capitalistes, de se donner libre cours au sein de la société. Et Marx nous dit, en émancipant la communauté de la société privée, l'État a acquis une existence particulière à côté de la société civile, mais cet État n'est pas autre chose que la forme d'organisation que les bourgeois se donnent par nécessité pour garantir réciproquement leur propriété et leurs intérêts. Alors il y a d'autres critiques qui ont été faites, notamment par le premier des contre-révolutionnaires à la fin du XVIIIe siècle, qui s'appelle Edmund Burke, c'est un Anglais, et qui ont été reprises par Michel Villet, grand juriste catholique, grand spécialiste des droits de l'homme, qui a écrit un livre remarquable, je vous conseille de lire, qui s'appelle Le droit et les droits de l'homme. Et Michel Villet nous explique que, comme Burke le dit, le droit suppose la convenance à une situation donnée, à une cité singulière, et que bien entendu, c'est pas un être qui vit hors d'une société ne peut pas exercer de droit. D'autre part, les contre-révolutionnaires, dès le départ, critiquent le fait que les droits de l'homme détruisent la diversité humaine. Car la déclaration de 1789 entraîne une uniformisation en imposant à tous les peuples un même type de droit. Donc, chaque peuple a une culture et une histoire qui empêchent cette uniformisation sans laquelle il est mutilé. D'autre part, les droits de l'homme ne sont pas du droit. Les droits de l'homme sont privés de valeur substantielle. Les droits de l'homme promettent la lune sans jamais l'obtenir par définition. C'est ce que Burke nous déclare dès 1790. Eh bien, Burke a compris que les droits de l'homme promettaient la lune et qu'ils ne la donnaient pas. Et puis, les droits de l'homme sont fondés sur une égalité utopique. Joseph de Maistre et Bonald vont faire une autre critique contre les droits de l'homme qui est très juste. C'est que les droits de l'homme entraînent la guerre perpétuelle. Puisque, au terme des droits de l'homme, les États qui ne le respectent pas tels qu'ils se sont définis sont illégitimes, eh bien on peut leur faire la guerre. Et Péguy le dira dans l'Argent, il y a dans la Déclaration des droits de l'homme de quoi faire la guerre à tout le monde pendant la durée de tout le monde. Et c'est vrai que les guerres récentes, celle du Kosovo en 1999, d'Irak en 2003, se sont trouvées justifiées par cette notion de droits de l'homme. Et le grand remodelage du Moyen-Orient qui a totalement échoué, qui n'a abouti qu'à créer des morts et des malheurs partout au Moyen-Orient, eh bien, il est également une conséquence de cette théorie des droits de l'homme. Voilà. Alors, je crois que je vous ai montré un peu toutes ces critiques, parce que le temps passe. Je dis un petit mot sur le correctif que certains conservateurs veulent apporter aux droits de l'homme, en voulant contrebalancer les droits de l'homme par des devoirs. Eh bien, ceci n'est pas non plus une bonne idée, car si les droits de l'homme sont des choses qui sont très difficiles à mettre en œuvre, c'est encore plus difficile pour les devoirs, par définition, pour la raison que les droits de l'homme ne connaissent pas, les hommes sont tour à tour débiteurs et créanciers, et que par conséquent, la notion de devoir va être très difficile à mettre en œuvre. C'est une cause de fragilité des droits de l'homme eux-mêmes, car un droit, pour être applicable, est nécessairement la contrepartie d'une obligation pour autrui.
Je vais maintenant aborder un problème assez délicat. C'est celui de la coexistence de la religion des droits de l'homme avec les autres religions. Nous avons vu l'islam tout à l'heure, mais avec la religion catholique. Et là, je vais vous dire des choses qui sont assez étranges. À savoir que l'Église, au départ, est extrêmement hostile aux droits de l'homme. Elle est extrêmement hostile pour des raisons qui sont évidentes. D'abord, les droits de l'homme font de la religion une affaire privée, alors que cette vision des choses est totalement exclue par l'Église traditionnelle. Ensuite, il dévalorise le passé de l'Europe, comme nous l'avons dit, où l'Église a joué un grand rôle. Ils sont indifférentistes, c'est-à-dire qu'ils mettent la foi dans une autre catégorie que la vérité. Ils donnent à la société une origine fondée sur la volonté de l'homme et non sur la nature, œuvre de Dieu. Et enfin, ils montrent la voie d'une émancipation de l'homme sur terre et sans Dieu. Vous voyez que l'Église était contre les droits de l'homme pour des raisons qui n'étaient pas absurdes. Et c'est pourquoi, dès que les déclarations de droits de l'homme commencent à tomber comme à garbelotte, eh bien, elles seront condamnées par l'Église. En 1791, le pape Pie VI condamne la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son encyclique Adeo Nota. Et ces condamnations vont être répétées par Pie VII et par Pie VIII. Avec Grégoire XVI, les choses deviennent encore plus nettes, car le pape les appelle une erreur pernicieuse, un délire malfaisant. Pie IX va plus loin encore, et il promulgue une encyclique meurtrière sur l'ensemble des théories des droits de l'homme, qui s'appelle Contra Cura, muni d'un résumé assorti d'anathèmes, qu'on appelle le syllabus. Vous savez ce qu'il y a un anathème, une condamnation personnelle, qui est sous forme de question. Est-il permis à un bon catholique d'admettre les droits de l'homme? Réponse: non, ce n'est pas permis. S'il l'est, qu'il soit anathème. Vous voyez la force de ces condamnations. Elles sont extrêmement violentes. Par la suite, Léon XIII n'en parlera plus, mais sans remettre en cause les condamnations. Et Pie X va sanctionner tous ceux qui demandent un réexamen des droits de l'homme. Pie X va être le dernier pape contre-révolutionnaire et il va s'opposer de manière extrêmement violente à la théorie des droits de l'homme. Pie XI n'en parle pas, mais prévient que la principale qualité des chrétiens, c'est l'obéissance. Et enfin, le premier pape à approuver la Déclaration des droits de l'homme, c'est Pie XII. Pie XII approuve la Déclaration des droits de l'homme de 1948, sans la commenter, mais en disant qu'elle pourra être une source de paix. Et vous voyez, le retournement commence de manière relativement récente. Et puis, ensuite, vous avez Pacem in Terris, du pape Jean XXIII, qui considère que les droits de l'homme sont des signes de temps qui montrent que l'homme est en train de chercher Dieu. Et puis après, alors là, l'Église va prendre position avec autant de virulence en faveur des droits de l'homme qu'elle avait pris position contre eux. Paul VI se rend à l'ONU, à New York, et il fait un discours dans lequel il dit que les droits de l'homme sont l'expression du plan de Dieu sur terre. Jean-Paul II va, de manière répétée, sempiternelle, se prononcer en faveur des droits de l'homme. Et Benoît XVI, Benoît XVI, s'est rendu aussi à l'ONU. Il était encore plus loin que n'était allé Paul VI, en disant que oui, les droits de l'homme sont imperceptibles, oui, il faut l'affirmer, et oui, un chrétien doit être favorable aux droits de l'homme. Alors comment comprendre une évolution pareille? Alors que tout semble opposer la tradition intellectuelle qui s'est concrétisée dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et la position de l'Église, qui considérait
ces libertés modernes comme autant d'erreurs néfastes, et qui aujourd'hui considèrent que ce sont des biens précieux. Alors, l'Église le justifie en disant qu'elle se réapproprie quelque chose qui lui appartient, mais on nous permettra tout de même de constater que c'est une réappropriation qui paraît quelque peu empoisonnée. Conclusion, eh bien, ce n'est pas l'existence, mais l'origine des droits de l'homme qui est contestable, et cette origine a pour effet des catastrophes concernant principalement l'Europe. D'abord, les droits de l'homme sont instrumentalisés par les puissants. C'est-à-dire que vous êtes considéré comme étant en accord avec les droits de l'homme quand vous êtes dans leur intérêt, et vous êtes considéré comme opposé aux droits de l'homme dès que vous devenez hostile à leur puissance. Nous aboutissons à la confiscation du politique. Les droits de l'homme sont un dissolvant pour le politique. Il n'est plus possible à un État d'avoir une politique suivie à partir du moment où elle va s'opposer à l'expression des droits de l'homme par les juges. Confiscation du politique par les juges. D'autre part, les droits de l'homme ont pour effet de punir les faibles et d'épargner les forts, n'est-ce pas ? La sanction effective d'une violation des droits de l'homme ne peut avoir lieu en pratique qu'après le renversement à l'issue d'une guerre du régime politique qui en est responsable, et tout ça a commencé avec le procès de Nuremberg. Donc les États qui se soumettent aux droits de l'homme sont par là même incapacités et privés de leurs moyens, et il leur est impossible de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent. Je vous remercie de votre attention.